Je tenais tout d'abord à remercier la Caisse publique de m'avoir donné l'opportunité d'être parmi vous aujourd'hui pour pouvoir vous parler en fait de la réforme de la compensation. Je voudrais, si vous permettez, que je puisse dresser un tableau des différentes idées reçues qu'il y a par rapport à la caisse de compensation. Premièrement, pour tout le monde, ce qui n'est pas faux, pour tout le monde, la compensation, ça a été rappelé par notre ami, la compensation pèse trop lourd sur le budget de l'État. Deuxième idée reçue, la compensation dégrade l'endettement du pays, c'est ce qui a été rappelé par notre ami. La compensation profite essentiellement aux riches et il n'y a pas eu de réforme de compensation. Voilà un peu les grandes idées que l'on retrouve au niveau donc, des discours, au niveau des débats et qui sont partagées par un peu tout le monde. On affine un peu les chiffres, c'est important de nuancer. Si on affine un peu les chiffres, c'est vrai qu'on parle des dépenses de compensation, on oublie de parler des recettes fiscales liées aux produits pétroliers et liées en fait aux produits donc, qui sont compensés, et notamment le sucre, etc. Et à ce titre, payez de noter que nous avons entre 16 milliards et 20 milliards de dirhams de recettes. Donc, le résultat, c'est que la charge nette de compensation n'est pas de 5% du PIB, par exemple pour l'année 2011, mais elle ne sera que de 2,2% du PIB pour cette année. Et là, c'est important de clarifier les choses, parce que derrière ça, il y a un certain nombre de points sur lesquels je reviendrai. Derrière ça, en fait, on a tendance à aggraver le chiffre, alors que la réalité de l'effort budgétaire, il a même été, je dirais, négatif en 2009, puisqu'on a eu plus de recettes que de dépenses. Et bien, la réalité des choses, c'est que l'effort budgétaire varie entre 0,3 et 2% du PIB, 2,3% du PIB. On constate que le solde ordinaire est positif. Qu'est-ce que le solde ordinaire? Le solde ordinaire, c'est les recettes ordinaires moins les dépenses ordinaires. Et dans les dépenses ordinaires, il y a les dépenses de compensation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les recettes ordinaires de l'État couvrent l'ensemble des dépenses qui sont des dépenses de fonctionnement de l'État, qu'il s'agisse des salaires, des dépenses en matériel et des dépenses de compensation. Et par conséquent, on a une épargne publique qui se dégage, qui varie entre 4 et 2% du PIB, et qui vient réduire, je dirais, l'effort de financement de l'investissement. Donc aujourd'hui, si on tient un raisonnement logique, on ne peut en aucune manière dire que les charges de compensation, que la compensation dégrade la situation d'endettement du pays. C'est faux. La troisième idée reçue, c'est que les 20% de la population les plus riches donc, perçoivent 42% des subventions, mobilisent 42% des subventions. Bien. Et que les couches défavorisées, les 20% les plus démunis, mobilisent 7% à 9% selon les estimations de la compensation. C'est vrai. Et c'est vrai quand? C'est vrai quand on décide de prendre l'ensemble de l'enveloppe de la compensation et de la partager sur les dépenses des ménages, sur l'ensemble des ménages. Et il est clair, ça c'est une évidence, que plus on consomme, c'est-à-dire plus on a de revenus, plus on consomme, et par conséquent, plus on bénéficie de la compensation. C'est une évidence. Mais dans les faits, la situation est un peu différente, et je vais l'expliquer. En fait, l'approche qui a été adoptée est une fausse approche. Pourquoi? Parce que je vais prendre uniquement l'exemple, je dirais, du gazoil. Le gazoil, aujourd'hui, 71%, je dirais, donc 72% de l'enveloppe de la compensation est dédiée au gazoil. Il faut le savoir. Deuxième chose, le transport en commun et le transport de marchandises profitent de plus de 90% de l'enveloppe dédiée au secteur du transport. C'est-à-dire qu'on a uniquement 9% qui vont vers le transport individuel et donc le transport de tourisme. Et donc, pour dire que le transport, par exemple, les subventions qui vont vers le transport en commun est une subvention qui va aux riches, ça ne colle pas. On peut dire que le transport des marchandises ne profite qu'aux riches, ça ne colle pas. Et en fait, si on affine un peu les choses, reviens en arrière, si on affine un peu les choses, et bien en fait, on constate que les 20% les plus riches bénéficient de 10% de l'enveloppe de la compensation et que l'essentiel de l'enveloppe de la compensation, c'est-à-dire les plus de 70%, va essentiellement aux classes moyennes.
La dernière idée reçue, ça a été rappelé, il n'y a pas eu de réforme de la compensation, même si notre ami Fadel a eu la gentillesse de dire qu'il y a eu quand même des mesures, mais en fait la réforme n'a pas eu lieu. Et je comprends en fait ce constat, qui est un constat réel, parce qu'évidemment, si on considère qu'il y a eu la réforme de la compensation égale réduction des dépenses de compensation, il est clair que comme les dépenses de compensation se sont aggravées, donc on peut dire très facilement qu'il n'y a pas eu de réforme de la compensation. Mais ce qu'on ne dit pas derrière, en fait, il n'y a pas eu de réforme de la compensation, c'est que, ça veut dire, qu'est-ce qu'on dit à travers ça? On dit que donc, il y a en fait un besoin d'augmenter les prix pour que les dépenses de compensation diminuent. Hein? On ne va pas jusqu'au bout du raisonnement. On dit qu'il n'y a pas eu de réforme de la compensation. Pourquoi? Parce que les dépenses ont continué à augmenter. Et ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il fallait augmenter les prix. Et ce qu'on nous reproche, c'est de ne pas augmenter les prix. C'est ça, en fait, la véritable question qui n'est pas dite, qui est sous-tendue, mais qui n'est pas dite clairement par un ensemble d'opérateurs politiques dans ce pays. Très bien. Alors, qui est assez intéressant, c'est que le constat qu'on peut faire, c'est que globalement, les citoyens marocains, ou les ménages marocains, ont un revenu assez limité. Parce que, quand on voit en fait la dernière répartition de revenus qui nous a été faite par le Haut Commissariat au Plan, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a 20% de la population qui a moins de 20% des ménages marocains qui ont moins de 1900 dirhams par mois. Ménage, c'est-à-dire un couple. Ça veut dire qu'on a 40% de la population des ménages qui ont moins de 2900 dirhams. 40% de la population qui ont moins de 2900 dirhams. On a 60% de la population des ménages qui ont moins de 4200 dirhams. Et 80% de la population qui ont moins de 6650 dirhams. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 20% les plus riches dont on parle et qui accaparent les 43% de la compensation, eh bien c'est la classe moyenne. C'est essentiellement la classe moyenne. Vous savez quel est le pourcentage des ménages qui ont plus de 20 000 dirhams par mois, si on suppose qu'ils sont riches, 2,2% des ménages marocains, c'est-à-dire l'équivalent de 130 000 ménages donc au Maroc qui ont plus de 20 000 dirhams par an. En fait, tout d'abord, je voudrais clarifier un point, c'est que quand on dit en fait la réforme de compensation, je n'ai pas limité, malheureusement je crois que vous n'avez pas bien suivi ce que j'ai dit, je n'ai pas limité au ciblage, au seul ciblage. Je dis qu'il y a besoin de maîtriser l'enveloppe à travers l'indexation partielle des prix, à travers un meilleur ciblage des produits, à travers la révision des quantités, à travers un certain nombre de mécanismes, et aussi, je dirais, le hedging, qui est un élément important, qui nous aurait permis d'économiser plus de 7 milliards de dirhams si on avait fait convenablement. Donc il y a un certain nombre de choses qui nous auraient permis de le faire. La deuxième chose aussi, et je n'ai pas dit que j'ai dit également par rapport à ça, c'est qu'il nous faut avoir une marge de manœuvre pour pouvoir augmenter. Par rapport à ce que vous avez dit concernant la réduction des prix qui avait eu lieu en 2009, il est clair qu'on aurait pu faire autrement. Et je vais revenir sur cette question parce que moi j'ai milité pour, bon maintenant ça ne sert à rien de dire, mais le fait est, il y a eu un passage d'un gazoil de mauvaise qualité, qui était de 10 000 ppm, vers un gazoil de meilleure qualité de 50 ppm. Et il se trouve qu'à l'époque, au moment où on l'a fait, les prix internationaux avaient chuté. Et donc, on a répercuté le prix réel, alors que la logique aurait voulu qu'on maintienne au moins le prix, voire l'augmenter légèrement, parce qu'on, pour ne rien vous cacher, en 2006, les prix étaient à 7 dirhams 80. Et donc les gens toléraient 7 dirhams 80. Mais malheureusement, le gouvernement précédent a baissé à 7 dirhams 25, et ce gouvernement, en 2009, dont je fais partie, l'a baissé à 7 dirhams 15, et qui est une erreur. Là, il y a une erreur de perception. Le gouvernement a pris la décision de plafonner les 3%. Maintenant, le reste. Si on ne peut pas augmenter les prix, eh bien, créons la recette. Et voyons quels sont les secteurs qui bénéficient des subventions et avoir la recette correspondante. Le gouvernement a pensé à cette formule de fonds qui n'est pas totalement liée à mon avis. Moi, je pense, et je le dis, il y a un texte de la Caisse qui est clair que le conseil de la Caisse puisse mettre en place des prélèvements sur des produits et les affecter à un autre produit. Si maintenant
si le mécanisme est transféré dans un fonds tel qu'il est conçu, au lieu que ce soit un mécanisme technique qui reste dans le cadre de la caisse, on risque de le politiser. Parce que on va dire, c'est les recettes de l'État, c'est le budget, et ce n'est plus personne ne viendra dire un jour pourquoi vous avez mis une taxe compensatoire sur tel produit, si on lui dit c'est pour financer les subventions. Par contre, maintenant, si on l'intègre dans le budget de l'État, eh ben, il va rentrer dans la masse budgétaire, il va être sujet à des discussions politiques. Alors justement, nous avons été sollicités par l'administration à plusieurs reprises pour donner un avis sur la manière dont nous voyons la réforme du système de la compensation du développement de la FNDT. Dans le cadre de notre réflexion, nous avons amené, bien entendu, à réfléchir non pas secteur mais filière céréalière, pour reconnaître que dans le cadre de cette approche, l'État cherche à concilier entre deux objectifs apparemment contradictoires, lesquels il cherche à assurer pour le producteur en amont un prix rémunérateur au moment de la récolte. Et pour le consommateur, il cherche à lui assurer un prix accessible pour la farine ou pour le pain. Déjà, dans cette optique, dans cette approche, on a l'impression qu'il y a une certaine contradiction. Il y a l'intérêt, bien entendu, il y a tout le système de la commercialisation, de la transformation des systèmes. Et là, également, il faut préciser que nous parlons uniquement de la filière blé tendre. Sachant que la filière blé dur, bien entendu, avec ses produits, constitue également un autre volet, mais qui c'est quand même des produits de substitution qui sont également affectés et contaminés par les effets pervers qu'on connaît un peu le système de compensation au niveau de la filière blé. Nous, depuis d'ailleurs plus d'une année, depuis la création d'AFER, dont le président était ici présent, M. Ayech, AFER, c'est quoi? C'est la Fédération interprofessionnelle des activités israéliennes. C'est-à-dire que dans le cadre du plan ouvert, toutes les filières agricoles ont été invitées à créer leur propre structure interprofessionnelle pour qu'il y ait une certaine concertation, une certaine vision partagée entre tous les opérateurs de la filière concernée. Pour ce qui est de la filière céréalière, qui est la filière la plus importante, du fait qu'il occupe la surface agricole située la plus importante, ça dépasse 65-70%, ça occupe plus de 40% de la population rurale active, donc d'où la dimension socio-économique de cette filière. Et également, ça gère un produit d'eau, disons, stratégique, qui assure la sécurité alimentaire du pays. On assure très bien la sensibilité du prix du pain et des farines et des légumes. La réflexion que nous sommes en train maintenant de développer au sein de cette structure interprofessionnelle, que ce soit une réflexion, une vision qui soit partagée et qui prend en considération et les soucis du producteur, et les soucis bien entendu du collecteur, les soucis des transformateurs, premier, deuxième, jusqu'au boulanger, jusqu'au consommateur. Et dans cette optique, justement, nous avons créé des commissions au sein de cette fédération interprofessionnelle, lesquelles commissions sont invitées à présenter dans un prochain avenir, peut-être au gouvernement, peut-être au gouvernement prochain, pour voir leur propre vision, aussi bien au niveau de la production agrégation, au niveau de l'amont, au niveau de la recherche-développement pour ce qui est de son recherche génétique, pour essayer d'adapter des variétés de blé et des céréales par rapport aux besoins, non pas uniquement l'agriculteur en termes agronomiques, mais également les utilisateurs finaux en termes technologiques. Je prends par exemple le cas du blé dur. Qu'est-ce que ça apporte en termes d'optimisation? L'optimisation, ce que nous cherchons à faire, bien entendu, c'est dans le cadre de cette réflexion, dans le cadre de cette structure interprofessionnelle, de sortir avec une vision partagée. En ce qui concerne maintenant le volet très important qui est la commercialisation. Nous avons déjà émis une proposition à l'administration qui a été bien entendu au départ acceptée. Ce serait que nous, en tant que professionnels, on s'engage à utiliser toute la production nationale de blé tendre. En contrepartie, on demande une ouverture des frontières tout au long de l'année pour avoir une visibilité sur tout au long de l'année. Les droits de douane stabilisés. Stabilisés, ou alors stabilisés en fonction du cours du principe que l'État vise. Il est très important d'inscrire en fait la réforme dans une vision globale qui vise essentiellement donc à introduire cette logique de solidarité, assurer une meilleure protection sociale des citoyens et lutter contre la pauvreté, parce que c'est grâce à ça qu'on arrivera réellement à connaître un développement soutenu et durable. Et merci. C'est important de dire que c'est vrai que l'inflation est mesurée par le Haut Commissariat au plan. C'est vrai. Et donc, c'est une autorité, comme vous avez dit, indépendante, même si elle dépend du Premier ministre, mais c'est pas grave. C'est une autorité indépendante qui fixe,
qui donne en fait ce chiffre. Mais le chiffre est le produit d'une réalité économique. Et vous, en tant qu'universitaire, vous savez pertinemment comment se détermine le prix, à travers l'offre et la demande, mais également à travers les subventions qui sont accordées. Et donc c'est grâce, et ça a été rappelé par Céléophile, c'est grâce à l'effort de la compensation que le niveau d'inflation, qui était en 2008 de 4%, a été ramené à 1% à 0,9%. Et donc c'est l'action du gouvernement qui a permis cette situation. Deuxième précision. Troisième point également par rapport aux questions qui ont été soulevées. Alors on dit qu'on est dans une logique de tentative. C'est vrai qu'on n'a pas assez avancé parce que le temps ne nous a pas permis d'aller plus loin. Mais je dois dire que ce qu'on a présenté ici, ça correspond, en tout cas selon notre point de vue, qui est en charge de ce département, ça correspond à, en fait, je dirais, les grandes lignes, enfin les grands axes de la réforme à mener. Et je vais m'expliquer par rapport à ce point, c'est un élément très important. Quelle est la vision que nous avons proposée? La vision que nous avons proposée, c'est qu'il y a un effort à faire sur la réduction, je dirais, des dépenses, des charges de la compensation. Comment? À travers, dans le cadre de l'UNICEF et avec nos amis de l'UNICEF, il y a eu un travail important qui a été fait. Premier point, réduire le contingent subventionné. On était à 10 millions de quintaux, on l'a baissé à 9 millions de quintaux. L'objectif, c'est d'arriver à 6,5 millions de quintaux. Et ça, on a établi une feuille de route avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Agriculture pour ce faire. Deuxièmement, s'assurer de la traçabilité. Et c'est ce qui a été fait avec l'appel d'offres, qui fait aujourd'hui, et d'ailleurs avec nos amis également minotiers, qui fait qu'aujourd'hui, on est sûr que cette, je dirais, farine va arriver vraiment dans les zones les plus reculées. Et pour que ceux qui en profitent réellement. Troisième chose, s'assurer également que cette farine va essentiellement dans le rural parce que c'est là où elle est consommée, pour qu'il n'y ait pas non plus de détournement ou de réorientation par rapport à ce point. Quatrième point, faire en sorte à ce que, et parce qu'il faut le dire, c'est vrai que le système, et ça a été rappelé à juste titre par nos amis, c'est vrai que finalement les minotiers jouent un rôle d'intermédiaire, ça c'est un fait. Mais c'est aussi vrai qu'on a chaque année, de nouvelles minotiers qui voient le jour pour bénéficier de la subvention. Et donc, il y a quelque chose, excusez-moi du terme, quelque part, il doit y avoir un intérêt pour venir créer à chaque fois des minotiers. Donc, l'idée, c'est qu'on s'inscrit dans une logique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dès lors qu'on crée une minoterie, on a droit à une subvention. On a droit à une partie de la farine subventionnée. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de supprimer cette automaticité. C'est-à-dire que dès lors qu'on a une minoterie qui voit le jour, elle doit attendre 3 ans pour pouvoir demain en bénéficier. Comme ça, on est sûr qu'elle ne vise pas uniquement à la compensation, mais qu'elle vise à répondre à un besoin lié aux besoins des régions. C'est ça la rationalisation. Et c'est sur quoi on a travaillé, et c'est sur quoi on a avancé avec nos amis opérateurs dans le système. J'arrive donc au deuxième volet. J'ai déjà parlé du sûr de ce qu'il y avait à faire. Pour nos amis également des pétroliers, nous avons vu en fait l'effort qui a été fait avec la révision de structure de prix. Il y a la structure des prix du gaz qu'il faudrait revoir, mais il y a un élément très important sur lequel je voudrais revenir. Nous avons introduit je dirais, composante dans la structure de prix qui vise à pousser les opérateurs à investir dans le stockage. Il y a eu un engagement des différents opérateurs pour ce faire. Aujourd'hui, il y a quelques opérateurs qui ont répondu et qui ont réalisé cette opération. La première chose qu'on doit faire, c'est supprimer qu'elle soit conditionnée. Parce qu'on n'est pas là pour donner des aides aux opérateurs économiques, on est là, on s'inscrit dans une logique du donnant-donnant. On a fourni donc un appui pour ceux qui véritablement vont nous aider à assurer un stockage important pour assurer demain en fait les différentes difficultés qui pourraient se produire à l'avenir. Donc ça c'est quelque chose qui est prêt. Donc la décision est là. Donc j'espère que dans le cadre du comité interministériel, où il y a les différentes composantes politiques qui forment ce gouvernement, on pourra le mettre en place. Mais la décision est à la signature. Il y a aussi des choses qui sont. J'ai parlé de charges, j'ai parlé de charges nettes, et je crois que c'est ça vers quoi il faut aller. Au lieu de raisonner en termes de charges globales de la compensation, il faut raisonner en termes de charges nettes. Et je vais m'expliquer pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, on s'est trouvé dans une situation aberrante. Et c'est Moussouda qui est là, a vécu ces situations. On a eu une augmentation de la TVA de 7 à 10% dans le cadre de la réforme de la TVA pour les produits pétroliers. Et bien, dans le cadre de la commission des finances,
il a été décidé de ne pas répercuter cette augmentation, de telle sorte que ça s'est traduit par 2 milliards de dirhams d'augmentation des dépenses de compensation, et ensuite 33% de ces dépenses vont aux collectivités locales, donc il n'y a même pas d'équilibre au niveau de cette mesure. Ben, quand on prend des mesures, il faut aller jusqu'au bout, et sinon on les prend. C'est ça en fait, c'est le courage politique et la capacité à bien raisonner dans cette matière. Donc si on veut, parce que moi, très facilement, je peux vous ramener ça à 4% du PIB très vite. Un point de PIB, je vous récupère tout de suite, tout simplement parce qu'on est dans une situation aberrante. On se retrouve aujourd'hui avec une TIC qui est de 2,7 dirhams pour tout litre de gasoil, et on compense cette TIC. Donc on compense les 2,7 plus le 2 dirhams supplémentaires. Et donc voilà, il suffit de ramener ça, et après on peut toujours vouloir dire, ben, finalement on a réduit la compensation. Donc le but, c'est pour ça qu'il faut raisonner en termes de charge nette, et il faut donc se fixer un objectif en termes de charge nette de compensation. Troisième élément qui est un élément important dans la vision d'avenir. L'idée est simple. Aujourd'hui, dès lors que l'État met de l'argent, ben, il faut qu'il y ait une contrepartie claire. Et cette contrepartie doit profiter aux citoyens. Première idée. Deuxième idée, il faut qu'on se mette d'accord sur quelque chose qui est très facile. Est-ce qu'on va continuer à subventionner le transport individuel, oui ou non? Parce que l'objectif, c'est de subventionner le transport en commun, le transport des marchandises, qui touche l'ensemble de la collectivité. Mais le transport individuel ne rentre pas dans le cadre, je dirais, de la vision globale pour nous inscrire dans une logique de solidarité avec les citoyens. Et quatrième élément, nous avons commencé le ciblage. Le ciblage est un élément très positif, j'ai donné déjà les premiers résultats, et on peut aller plus loin puisqu'on peut accompagner l'ensemble de nos enfants de 6 à 15 ans pour les personnes les plus pauvres, pour leur permettre de sortir du cycle intergénérationnel de la pauvreté. Aujourd'hui, l'enfant d'un pauvre a toutes les chances d'être pauvre dans ce pays. La mobilité sociale ne fonctionne pas. Il y a un vrai problème d'ascenseur social. Il faut remettre en marche cet ascenseur social. Et c'est ça notre rôle. Et la compensation peut servir de véritable clé pour pouvoir réussir tout ça. Vous allez me poser une question, oui, mais comment on va définir ces populations qui devraient en bénéficier? Tout d'abord, nous avons fait, pour ce faire, premièrement, je dirais un ciblage géographique, puisqu'on a identifié les zones les plus pauvres. Deuxièmement, on a introduit la notion de ciblage inverse, c'est-à-dire toutes les personnes qui bénéficient des allocations familiales, toutes les personnes qui paient l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire qu'ils ont des revenus supérieurs à 3500 dirhams, toutes par mois. Toutes les personnes qui ont aujourd'hui, qui ont une facture d'électricité qui est supérieure à, qui consomme plus de 300 kW, ben, toutes personnes n'ont pas à bénéficier de ces avantages. Donc, au lieu, puisqu'on a une difficulté, il faut le dire, en Inde, ils ont essayé de cibler les pauvres. 80% des gens qui ont bénéficié de cette aide frontale étaient des non-pauvres. Et la réalité marocaine, malheureusement, n'est pas très loin de la réalité indienne à ce niveau, au niveau de notre administration, et au niveau des territoires. Donc, pour conclure, l'idée principale, c'est qu'on doit continuer sur cette voie, aller jusqu'au bout, et d'ici 2017, c'est la vision que nous avons, on aura la généralisation du RAMED qui va nous permettre d'avoir, grâce au scoring, les personnes les plus pauvres, et sur cette base, on pourra aller vers une aide frontale pour ces pauvres, et grâce à ça, on arrivera à avoir un système, on aura un système, un niveau de compensation net qui sera limité, et qu'il faut maintenir pour assurer donc l'amélioration de la situation des classes moyennes et faciliter l'élargissement de la classe moyenne, et un ciblage des pauvres pour les aider à sortir de la pauvreté. C'est ce que nous proposons, c'est ce que nous avons commencé à faire, et c'est ce que j'espère on pourra continuer à faire grâce à vous et à l'ensemble des opérateurs qui sont avec nous, et merci.